Parlons peu, parlons classique. J'inaugure aujourd'hui avec vous un nouveau cycle de vidéos. Ces vidéos porteront sur des classiques, c'est-à-dire sur des livres qui sont les marqueurs de leur temps. Les classiques souffrent d'une mauvaise réputation. Et il y a même un inconscient collectif que le classique est nécessairement chiant et nécessairement ennuyeux. J'ai envie dans ces vidéos de vous montrer les classiques sous un angle différent, en vous proposant des axes d'analyse mais aussi des anecdotes pour pouvoir notamment reconnecter le classique avec le plaisir de la lecture. Donc on va commencer avec Le Rouge et le Noir de Stendhal. Alors soyez prévenus, je vais vous révéler certains éléments de l'intrigue, mais je ne peux pas faire autrement. Donc vous pouvez regarder la vidéo après avoir lu le livre, ou au contraire, peut-être que cette vidéo vous donnera envie de le lire. Alors Julien Sorel est un beau jeune homme, fils de charpentier, détesté par son père, victimisé par ses frères. Il est très intelligent, et l'abbé du village, l'abbé Chélan, a décidé de le prendre sous son aile et lui a appris notamment le latin. Grâce à sa mémoire impressionnante, Julien peut réciter n'importe quelle page de la Bible en latin. Alors on considère souvent que Julien est l'archétype de l'arriviste hypocrite, du vil ambitieux qui est prêt à tout pour parvenir à ses fins. Quelqu'un de froid, de cruel, sans morale. Julien est souvent décrit de manière très binaire alors que c'est un personnage complexe aux profondes nuances. Madame, vous me jugez bien bas. Quand on regarde bien, Julien est bien plus un ambitieux rêveur qu'un ambitieux tout court. Il se rêve perpétuellement couvert de gloire, à des hauts postes, admiré et reconnu par tous. Et il est perpétuellement frustré de lui-même, de ses fautes, de ses erreurs, de ses petits échecs qu'il continue fatalement de commettre parce qu'il est au bas de l'échelle sociale et qu'il n'a donc qu'une connaissance très limitée des codes de la bienséance. C'est un roturier qui déteste sa condition. D'ailleurs, au début du livre, il est décrit comme méchant et laid et que l'hypocrisie se lit sur son visage. Orgueilleux, tu détestes les riches et tu méprises les pauvres. Tu hais là d'où tu viens et tu détestes là où tu vas. Mais plus le roman avance, moins il commet d'erreurs de paraître. Le personnage évolue et il ne faut surtout pas rester figé sur un Julien Sorel hypocrite. Quand on observe bien la trajectoire de Julien, il doit son ascension sociale, certes relative, courte et inélégante, surtout à d'autres personnages que lui-même. Ce sont les autres qui l'aident, sans qu'il maîtrise beaucoup de choses de son propre destin. Et il n'arrive pas non plus à l'ascension sociale par les femmes, et uniquement par les femmes, mais aussi par son travail, par sa grande capacité de travail et à son intelligence. On peut relever l'épisode du séminaire, mais aussi son début de carrière en tant que secrétaire du marquis de la Mole. Il commence par écrire cela avec de zèle et il se rend bientôt indispensable au marquis. Peut-on vraiment dire que c'est un arriviste alors qu'il est bien plus dans un mouvement de fuite perpétuelle que dans une démarche réfléchie, voulue, organisée? Il n'est pas du tout maître de ce qui lui arrive. Par exemple, lorsque M. de Rênal augmente son salaire, c'est soit parce que M. de Rênal se fait lui-même une montagne ridicule de son rival M. Valenod, soit parce que Madame de Rênal intervient en sa faveur. Une des seules fois où il agit vraiment pour lui-même, c'est justement quand il retourne à Verrières pour aller tirer sur Madame de Rênal. Et finalement, son orgueil, ce terrible orgueil qui l'anime, apparaît plutôt justifié. Il est méprisé de partout et par tous, parce que justement, il n'est clairement dans aucune catégorie sociale et il essaye de les traverser. Il est conscient et dégoûté de la bassesse et de l'hypocrisie qui anime le monde, que ce soit au séminaire avec ses camarades qui ne pensent qu'à manger, ou même dans les plus hautes sphères de la noblesse française. Je vais même pousser l'analyse un peu plus loin. Je rejette en bloc cette idée d'un Julien Sorel hypocrite. Sa dissimulation est une conséquence et non une cause. Et d'ailleurs, jusqu'au bout, il va garder une forme de sincérité ridicule. Parce que sa grande faiblesse, c'est de vouloir être reconnu par les uns et les autres. C'est d'être admiré. Il est pathétique au sens étymologique du terme parce qu'il ne s'est jamais remis de toutes les petites humiliations infligées par d'autres. Prenons son procès. Toute l'opinion populaire est de son côté, les femmes se pâment en le regardant, il émeut les foules sans rien faire. Il se fait juger par les petits notables de province du début du livre, ceux-là même qu'il méprise. Messieurs les jurés, je n'ai pas l'honneur d'appartenir à votre classe. Je ne vois parmi vous ni artisans, ni ouvriers, ni paysans enrichis. Ce qui veut dire que je ne serai pas jugé par mes pairs. Et il choisit volontairement de ne pas s'en sortir, avec une forme de panache sincère, même si dommage parce que ça va lui coûter la tête. Il n'est jamais aussi juste et vrai que lorsqu'il déclare « Cette classe de jeunes gens qui, nés dans une classe inférieure et en quelque sorte opprimés par la pauvreté, ont le bonheur de se procurer une bonne éducation et l'audace de se mêler à ce que l'orgueil des gens riches appelle la société. Voilà mon crime, messieurs. » Et là, on comprend qu'il n'a jamais été dupe de lui-même. On attendait du remords, du pardon, mais au contraire, il se lance dans une diatribe contre la bourgeoisie, contre la société. Il a raison sur le fond, mais c'est parce qu'il a raison qu'il doit mourir.
parce qu'il n'a pas su être hypocrite et dire ce que les jurés avaient envie d'entendre. Et s'il ne fait pas appel, c'est justement parce qu'une part de lui a envie de briller, au moins dans la mort. Il refuse de courber l'échine, il refuse de demander pardon, il refuse de s'avilir. Son dernier geste est donc bien plus noble qu'hypocrite. Stendhal valorise les réprouvés, ceux qui n'ont pas eu de chance, mais sans sombrer dans un misérabilisme romantique. Julien Sorel n'est pas Gavroche, on l'aime autant qu'on le déteste. Et c'est la grande force du personnage, il est vrai. Et un des axes d'analyse du livre est justement l'évolution de cette force, de cette énergie, alternant entre résolution, joie, désespoir et dégoût. Un constat essentiel traverse le livre, c'est celui de l'incompréhension fondamentale entre les êtres. Il est impossible de se comprendre pleinement l'un l'autre, car on a vite fait d'interpréter des faits, des paroles, des intentions. Je vais traiter cet angle à travers les deux figures féminines phares du roman, Madame de Rênal et Mathilde de la Mole. L'exemple le plus frappant de l'incompréhension entre les êtres et du désespoir qu'il peut générer, c'est la relation entre Madame de Rênal et Julien. C'est l'amour le plus vrai, le plus beau, le plus sincère qui traverse le livre. C'est un amour certes maternant, Madame de Rênal est quand même beaucoup plus âgée que Julien, mais c'est aussi un amour adolescent. Julien, comme Madame de Rênal, découvre les effluves de l'amour. C'est un amour déchirant. Julien parti, Madame de Rênal va se jeter à corps perdu dans la religion, dans une sorte de tragique individuel ridicule. Et je pense que quand Julien prend connaissance de la lettre que Madame de Rênal a envoyée au marquis de la Mole, celle qui précipite sa chute, ce n'est pas tant le déshonneur qui le pousse à aller se venger et à aller tirer sur elle, mais plutôt le désespoir de se dire que la seule personne qu'il a jamais aimée s'est retournée contre lui et peut-être ne l'a jamais aimé. C'est le seul amour véritable du roman parce que Madame de Rênal admire sincèrement Julien. Elle est prête à tous les sacrifices, et même au déshonneur, mais elle est enfermée dans son rôle de femme de province, enfermée par ce carcan de la société qui lui donne une place et qui ne veut pas l'en sortir. Elle sera femme et mère, mais elle ne peut pas choisir qui elle aime, ni comment elle aime. Mathilde. C'est vraiment avec le personnage de Mathilde de la Mole que le talent de Stendhal pour écrire des caractères, des personnages se révèle. C'est la fille d'un aristocrate, un très bon parti, une jeune femme pleine d'esprit et qui séduit beaucoup. Seulement voilà, Mathilde s'ennuie. Elle s'ennuie dans ce monde plat, aux conventions sociales lisses et sans surprise. Elle a une âme profondément romanesque et ne cesse de penser à son ancêtre, qui a été l'amant de Marguerite de France. Elle a besoin de frissons, et tout la lasse. Mais c'est un amour très différent de celui de Madame de Rênal. Trop montrer à Mathilde qu'on l'aime, c'est risquer qu'elle ne nous aime plus. Le premier rejet de Mathilde envers Julien est à la fois très cruel et très familier. Ça arrive à beaucoup de gens de se lasser une fois qu'ils ont eu l'autre, parce que finalement, c'était le jeu, c'était l'interdit, c'était la séduction qui les plaisait plus que le fait d'arriver à leur fin. Mathilde, c'est l'inconstance. L'une des plus grandes et sans doute la seule manipulation de Julien, c'est quand justement il feint d'avoir une passion pour une autre femme pour regagner l'intérêt et revenir dans les bonne grâce de Mathilde. Et c'est amusant parce que même lorsqu'il est manipulateur, il va s'endormir en recopiant ces longues lettres qui font des pages et des pages pour gagner le cœur de cette dame. Et là, il devient vraiment calculateur, surtout par esprit de revanche parce qu'il a été blessé et il veut la blesser à son tour. Et on peut dire qu'à la fin, il gagne ou il a gagné. La relation se déséquilibre de manière exponentielle parce que Mathilde veut être une héroïne. Sans aucun sens de la mesure, elle fait en sorte de devenir un personnage de tragédie. Lorsqu'il attend la mort, plus Mathilde est pressante et l'inonde de son amour, plus elle l'incommode et le gêne. Et ce désespoir dans lequel la plonge Julien la galvanise. La fin a des allures de merveilleux et va même jusqu'à annoncer le poème Salomé de Guillaume Apollinaire. Julien est décapité avec une fulgurante rapidité en quelques pages. Mathilde demande à voir la tête de son amant, elle l'embrasse, elle le transporte dans la calèche, jusqu'à l'enterrer de ses mains nues dans la grotte où reposera Julien. Et d'ailleurs, cette fin très romanesque contraste énormément avec le reste du livre. Mathilde est beaucoup moins authentique, beaucoup moins vraie que sa rivale, Madame de Rênal. Et c'est pour ça que Julien et Mathilde ne se sont jamais vraiment compris, parce que finalement ils ne voulaient pas la même chose. Quand Mathilde révèle tout à son père, Julien n'était pas forcément emballé par l'idée. Et c'est intéressant de constater que des deux femmes, ce n'est pas celle qui s'est mise en scène avec la dépouille de son amant qui l'accompagne dans la mort, mais bien Madame de Rênal. Cette vidéo se faisait un peu longue, donc j'ai décidé de la couper en deux. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de deux choses. Tout d'abord, les castes sociales qui traversent le livre. Et ensuite, on va se concentrer sur Stendhal et son écriture et sa manière d'écrire le rouge et le noir pour justement mieux comprendre le livre. Je vous dis à très vite pour la suite des histoires de Julien Sorel.